partisans de secte seigle, et les débats l'ont démontré, ne comprenaient et n'ont compris leur liberté que pour leur usage exclusif. Ils ont, et je vais résumer ces propos, ils ont opprimé leurs frères, ils les ont assassinés, ils ont pillé leur maison, ils ont pillé les communautés, et enfin, ils ont séquestré et ils ont emprisonné des citoyens qui étaient tous sans défense. Il y a aucun crémieux dans tout ça, qui devait marcher à la tête de ce mouvement révolutionnaire. Il appela à la révolte une foule affolée, une foule enivrée. Et je remonte un instant le temps, parce que les événements insurrectionnels qui se sont déroulés du 23 mars au 4 avril, en réalité, ont débuté bien avant, et les faits remontent quelques mois auparavant. Et j'en dis un mot simplement. En réalité, ces événements remontent très précisément à la date du 13 octobre 1870. Pourquoi? Ce jour-là, la garde civique, qui était soutenue par Alphonse Espérance, je le rappelle, pourtant nommé par le gouvernement, avait appelé le peuple à manifester, oui, monsieur Crémieux, vous le savez, avait appelé le peuple à manifester contre la dissolution de la Ligue du Midi. L'émeute avait été réprimée, c'est vrai, la garde dissoute, mais cette émeute avait semé irrémédiablement, indéniablement, les germes de l'indiscipline et, que dis-je, de l'anarchie. Et il a suffi ensuite à cette horde d'attendre tout simplement le bon moment. Le bon moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Tu nous as ramené le bonjour de François Bayrou ou pas? Bien sûr. Tu vas bien? Il va très bien. Ah, il nous embrasse tous. Ah, merci. Numéro 30, hebdo des luttes. On passe tout de suite aux toutes images et aux brèves de lutte. André Chassaigne a d'ailleurs rappelé que ce qui a plongé les aidants familiaux, les conjointes de chefs d'exploitation agricole dans cette trappe de retraite de misère, c'est souvent l'absence de prix rémunérateurs qui reste d'une profonde actualité lorsqu'on parle d'agriculture. Alors sur le sujet qui nous concerne, c'est pas rien, la proposition d'André Chassaigne. Ça touche 129 000 pensionnés statut de conjoint, 204 000 avec le statut de membre de la famille et 394 000 veuves et veufs. C'est vous dire si l'impact de cette proposition est évidemment déterminant. Mais André Chassaigne le fait, comme toujours, avec beaucoup de pragmatisme. La proposition formulée, ce n'est pas tout ou rien, et c'est la raison pour laquelle je vous propose de ne pas trop abîmer déjà une proposition qui a fait l'objet d'une approche sérieuse, solide, compatible avec les moyens à mobiliser. On actionne plusieurs leviers avec un constat que vous partagez, la complexité du régime des retraites des non-salariés qui est généraliste, qui généralise ou qui génère, les pensions faibles. Cette République qui prend soin a vocation à poser des symboles, des actes de reconnaissance, des actes pour rendre justice, pour réparer d'une certaine manière les injustices réservées à ces femmes, à ces aidants qui font fonctionner les fermes. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que le débat qui s'engage nous permette de faire prospérer cette belle et généreuse proposition du président du groupe communiste sur cette retraite des conjointes et des aidants de chefs d'exploitation agricole. Voilà le projet top. Voilà, magnifique. Magnifique. Palette voilà. d'alcool de vendredi. Palette de vendredi. Ah oui, on a fait de l'autre côté. Alors on va vous prouver. Voilà, vendredi 4. On est lundi 7. Voilà, magnifique. Projet top. Des réserves pleines, un rayon vide. Non, normalement c'est l'inverse. Elle est là, la palette de vendredi. Ah bah il y en a une autre de vendredi, attention. Vendredi 4. Oh bah puis toutes les promos qui commencent. Voilà. Il n'y a rien dû d'installer. Date de livraison 4. On est le 7. Date de livraison 4. On est le 7.
C'est magnifique. Magnifique. Comment on a fermé le magasin? Ouais, bah c'est qu'on a vendu, on va nous dire. Le problème, c'est que ça a été comme ça toute la journée. On a ouvert déjà comme ça. Alors, par rapport à vos qualifications, aujourd'hui, une des possibilités qui s'offre à vous au niveau des métiers de l'éducation, c'est le poste de professeur des écoles contractuelles. Cette journée, ce bureau d'aide à l'embauche aujourd'hui, il s'inscrit dans une campagne qu'on mène depuis la rentrée de septembre pour un plan d'urgence pour le service public d'éducation en Seine-Saint-Denis. Alors nous, ici, en Seine-Saint-Denis, on s'inscrit dans la campagne confédérale qui a été initiée sur les bureaux d'embauche. Donc, on a décidé de cette action qu'on mène aujourd'hui en partenariat avec nos camarades de la CGT chômeurs précaires et nos camarades des territoriaux municipaux et du département. Aujourd'hui, en fait, ça s'articule autour de tous les métiers qui sont et qui touchent de près ou de loin le service public d'éducation. C'est-à-dire que on pense toujours éducation nationale, les enseignants. Mais il y a énormément d'autres métiers, notamment les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap, les surveillants, mais on a également toutes les personnes qui sont salariées soit des municipalités, soit du département, soit de la région, notamment les cantiniers, les cantinières, les agents d'entretien et tous ces métiers-là qu'on renseigne et qu'on présente aujourd'hui au public. Quand on parle d'éducation nationale, on parle souvent enseignants. Voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres corps de métier dans l'éducation nationale et c'est important qu'on soit tous représentés aujourd'hui au bureau d'embauche, voilà, pour montrer la multitude de métiers possibles au sein de l'éducation nationale. Nous, on constate qu'il y a un besoin parce que malheureusement, les personnels qui travaillent dans les services de l'éducation ont été frappés par cette pandémie, qu'on a manqué de personnel encore plus que d'habitude et qu'aujourd'hui, nous, on a ce besoin de personnel qu'on revendique et qu'on va présenter à notre employeur en disant voilà, on a des besoins, nous, la CGT, on a trouvé des personnes qui souhaitent travailler sur ces postes-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vous demande, c'est de les recruter. Dans ce monde, je suis et je serai toujours du côté des pauvres. Je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien et à qui on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien. Federico Garcia Lorca. On commence ces brèves par les problèmes qu'il y a eu chez Orange par rapport au numéro d'urgence où en fin de compte on n'a pas pu appeler les pompiers, les médecins d'urgence et compagnie. Ça a eu des graves conséquences d'ailleurs, mais en fin de compte c'est quoi le problème? C'est l'ouverture à la concurrence, explosion de la mise en sous-traitance, sous-investissement chronique, plan massif d'économie et de suppression de postes, parce que alors il y en a eu des milliers, perte de savoir-faire, rallongement des délais d'intervention. En fait, ce que dit la CGT, la déréglementation et la financiarisation du secteur sont à l'origine de ces problèmes, dixit la CGT. Le tribunal de commerce de Strasbourg a tranché dans le vif. La coopérative Alcor Group est désormais le repreneur de 450 salariés sur les 1500 qui travaillaient pour Office Dépôt, détenus alors par l'allemand Aurelius. Un vrai carnage social complètement mis sous le boisseau par le MEDEF et le gouvernement. On vous en parlait il y a une quinzaine de jours avec l'intervention dans le tout image de responsable syndical CGT d'ADP, ADP Aéroport de Paris. En gros, la rupture conventionnelle collective, 1150 départs quand même sur ADP, c'est énorme. Mais en même temps, ADP, la direction n'est pas tout à fait contente. Il paraît qu'elle n'a plus d'argent, donc elle propose un plan d'adaptation des contrats. Ça veut dire qu'en gros, les salariés vont perdre 4 à 8%. Donc, du 1er au 5 juillet, très forte mobilisation de tous les syndicats, avec grève massive à ADP. Et en même temps, on se dit, effectivement, Philippe, ADP, pas d'argent. Sauf que l'État actionnaire a accepté qu'ADP rachète les aéroports indiens pour 1,2 milliard d'euros. Cherchez l'erreur. Cette fois-ci, ce sont les ingénieurs de Renault-Guyancourt qui se manifestent contre des suppressions de postes, des externalisations de postes, et notamment dans l'ingénierie. Ils étaient 200 à se rassembler devant le centre de développement. Mouvement social important à Air Liquide. Alors aujourd'hui, ce jeudi 10 juin, il y a un mouvement à Rousset dans les Bouches-du-Rhône, Air Liquide. Et puis à partir du 15 juin, dans toutes les filiales d'Air Liquide, c'est une vraie pieuvre Air Liquide, hein, ils sont partout, santé, électronique, effectivement les gaz. Air Liquide, c'est quoi? C'est 114% d'augmentation de l'action depuis 10 ans. Et pendant ce temps, les salariés, ils rament, ils triment et ils n'ont rien. Donc la CGT appelle les salariés à se mettre en grève pour justement une juste répartition des richesses, mais aussi pour justement que le statut de tous les salariés de ces filiales soit le même, et donc qu'ils aient les mêmes rémunérations, à la plus haute bien sûr, à la plus haute embauche, et puis aussi sur les savoir-faire et l'embauche des précaires, parce qu'il y a énormément de précaires à Air Liquide.
Affaire à suivre, nous y reviendrons. 74 000 soignants ou auxiliaires de vie, principalement des salariés d'établissements travaillant avec des handicapés, vont enfin être reconnus par le Ségur de la Santé et obtiendront 183 € d'augmentation nette par mois. Alors voilà ce qui se passe quand on laisse les 7 pays les plus riches du monde décider entre eux de la taxation sur les multinationales. Alors, une taxation minimum à 15%. Mais on se moque quand on sait par exemple qu'Amazon ne paiera pas 1 € d'impôt. Les riches seront toujours plus riches et les pauvres serviront toujours de variable d'ajustement. Cette semaine, gros plan grâce à Philippe qui était dans les Landes avec le secrétaire général de l'UDCGT des Landes, Frédéric Boudig, qui nous évoque un peu la situation sociale dans les Landes justement. On a plein d'industries, on a l'industrie avec la métallurgie, l'aéronautique, la filière bois bien entendu avec des papeteries, on a la chimie avec toutes les industries DRT, MLPC et je crois que c'est tout dans la chimie, de grandes industries. Et on a aussi l'agro, parce qu'il ne faut pas oublier la filière agroalimentaire dans le département. Voilà un petit peu les principales, les grands pôles industriels des Landes. Voilà. Donc l'Union départementale sur la question industrielle, elle se bat pour faire en sorte que on maintienne le tissu au niveau du département, puisque c'est source d'emploi, et donc pour pouvoir vivre dans son département, il vaut mieux avoir un emploi. Donc là, sur la lutte qu'ont menée les salariés à MLPC avec la CGT, pour la sauvegarde de l'emploi, l'Union départementale s'est complètement inscrite dans la démarche et est venue remplir son rôle d'accompagnement, de coordination des luttes pour faire en sorte que la lutte menée par les salariés soit gagnante face à un patronat toujours plus en attente de profits à donner, à distribuer à tous les actionnaires. Voilà un petit peu. Donc on pense qu'on a réussi sur les 13 jours de lutte qu'ils ont menés à bien faire passer un message à tous les autres syndicats CGT du département. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé, puisque dans le département des grandes luttes comme ça faisait quelques années qu'il n'y en avait pas eu. Donc on a pu arriver à avoir une participation en présentiel sur une journée particulièrement, mais pas que, puisque d'autres camarades, d'autres syndicats se sont déplacés de temps en temps dans les autres journées de lutte, de grève qu'ils ont pu mener. Voilà. Et bien sûr une entraide, une solidarité financière qui permettra d'aider les salariés qui ont perdu du salaire pendant leur journée de grève, pour éventuellement compenser une perte qui ne sera pas totale, mais bon, ce sera toujours une aide supplémentaire. C'est ça. Peut servir de tremplin vers d'autres luttes. Parce qu'il y a plein d'endroits où finalement il y a de la répression, il y a de l'oppression, et des salariés peu mobilisés ou pas mobilisés pour répondre à cela. Est-ce que tu penses que ce genre de lutte peut servir de détonateur? Bien sûr. C'est l'exemple, c'est-à-dire qu'en gros, les salariés, ils vont observer, ils vont dire, ah, tiens, là, les salariés se sont tous unis dans cette entreprise, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils avaient revendiqué, puisqu'on parle de revendications légitimes, et à partir de là, les salariés des autres entreprises doivent dire, c'est possible. Parce que c'est ça le plus dur, c'est de convaincre que c'est possible, et qu'il ne faut pas prendre acte de le patron dit, bon, là, c'est fini, on ferme, on supprime, on licencie, on fait des plans de départ volontaires, toujours pour les mêmes raisons, le profit. Nous, on propose d'autres solutions à la CGT, et on propose de rémunérer le travail et pas le capital. Donc ça, il faut arriver à convaincre l'ensemble des salariés que c'est possible. Et une fois qu'on a convaincu, on peut s'apercevoir que ça marche, ils en sont le bon exemple. Comment ça va? Nous avons rencontré Jean-Philippe Fresselinas et Céline Dubail, tous deux syndiqués à la CGT d'MLPC, et qui nous font un retour sur le conflit qu'ils ont vécu il y a quelques semaines et qui n'est pas terminé. Céline, comment ça va?
Ça pourrait aller mieux. Depuis plusieurs mois, nous sommes en conflit avec MLPC et Arkema, puisque fin d'année dernière, on nous annonce une suppression de postes sous un format PDVA qui finalement n'est pas très clair et qui s'annonce plus comme un PSE, quoi. Et donc après une grève de 13 jours où nous avons quand même gagné 15 postes, voilà. Nous avons repris les négociations, mais qui ne nous enchantent pas non plus. Le conflit est encore en cours et je pense que ça va durer encore quelques mois. Donc voilà. Oui, pour compléter, quelques mots aussi donc, sur la procédure qui effectivement de PDVA, ça n'a que le nom, le plan de départ volontaire autonome annoncé par Arkema en fait est un leurre. On est bien sur un PSE mixte avec des 60 suppressions de postes, donc 15 postes gagnés pendant le conflit. Et aujourd'hui, la DRETS, donc c'est-à-dire la directe, qui retoque le projet de MLPC et donc nous dit clairement que leur procédure n'est pas bonne, quoi. Comment tu as vécu, toi, ce conflit, notamment ces 13 jours de grève, Céline? Cette grève a été quand même bien soutenue les premiers jours. On a quand même beaucoup de monde qui était là à nous soutenir. Tout le monde se sentait un peu concerné, c'était bien. Après, voilà, le conflit s'est un peu essoufflé. On a eu beaucoup de postés, chefs de car qui étaient présents. On a quand même réussi à tenir 13 jours. Je pense que certains étaient motivés même pour tenir plus. Mais je pense qu'on a quand même eu des choses intéressantes, des revendications qui ont été faites. C'est vrai qu'en tant que journalière, tous les jours de grève sont des jours pleins pour toi, comme pour moi d'ailleurs. C'est vrai que c'est des fois plus compliqué en journée qu'en équipe, mais ce qui est important, c'est qu'on a été tous solidaires et puis après on a eu beaucoup de soutien des autres syndicats départementaux, des copains bien sûr de Lac, de Mont et même d'ailleurs. Et c'est ça aujourd'hui qui est important. Et justement, ce regard par rapport à la CGT, la solidarité, toi qui es une jeune syndiquée, tu vois ça comment? Je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité dans ce syndicat. C'est vrai que dès qu'on a eu besoin, tout le monde a répondu présent. Ils se sont déplacés plusieurs fois, venir nous voir régulièrement d'ailleurs, parce que quotidiennement, ils passaient nous voir, prendre des nouvelles. Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on se sent soutenu et on est tous dans la même lutte et dans le même combat. Et toi, ça t'a apporté quoi au niveau individuel, sur ta réflexion, sur ta vie dans l'entreprise, sur ton envie de t'engager ou pas à la CGT, puisque, comme je viens de le dire, tu es élu depuis 18 mois, syndiqué depuis 12 mois, je pense. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ta réflexion par rapport à tout ça personnellement? Je trouve qu'on a un rôle, on est impliqué. Et au moins, on a l'impression d'avoir une action un peu dans l'entreprise et de pouvoir être utile un peu à tous les salariés et d'avoir une raison de se battre et de continuer à travailler et d'améliorer les choses, quoi, d'essayer de faire avancer les choses aussi. Ils ont dit non. Thierry, est-ce que tu peux nous faire le point sur les entreprises qui aujourd'hui sont encore en lutte? Oui, Philippe. Alors, tout d'abord, on va commencer par Ferroglobe. Ferroglobe, en gros, filière silicium. Il y a plusieurs usines qui vont fermer. Les élus commencent à monter au créneau avec la CGT pour proposer une filière silicium en France. Parce que effectivement, si ces usines ferment, on n'aura plus de silicium en France, plus de savoir-faire, et on sera encore dépendant de l'étranger. Autre nouvelle au niveau des fonderies, fonderie du Poitou, fonderie du Jura, fonderie de Bretagne, toujours dans l'expectative. Le gouvernement et Renault et les autres constructeurs automobiles, eh bien, il faut les tirer pour justement qu'ils redonnent du boulot. Et par contre, une bonne nouvelle à Sam Vivier, puisque le tribunal de commerce devrait donner son accord sur un plan de relance avec un repreneur qui reprendrait quasiment tout le monde, et y compris un plan de formation et un plan d'investissement. La CGT est pour ce plan. Alors, autre bonne nouvelle, c'est celle qui nous vient de la CGT Gardanne. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Donc, Nicolas Casoni revient sur la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté le PSE. Nicolas, ça valait le coup de monter à Paris, enfin à Cergy? Ah oui, mais de toute façon, à chaque fois qu'on se mobilise, à chaque fois qu'on lutte, ça vaut toujours le coup. De toute façon, ça paye toujours. Donc là, encore une fois, ça a payé. On a eu donc le résultat du tribunal juste quelques jours après, c'est arrivé assez rapidement, le résultat du référé, et ils suspendent l'homologation de la directe en fait sur l'application du plan de licenciement jusqu'à la décision du jugement sur le fond. Donc la date limite, c'est le 5 août sur la décision sur le fond. Donc jusqu'au
plus tard au 5 août, on n'est pas encore licencié. Donc c'est déjà une première victoire. Enfin, pas une première en réalité parce qu'il y en a eu d'autres, mais c'est une victoire supplémentaire, c'est une étape qu'on vient de passer. Ça nous permet de gagner du temps nous et du délai du coup pour arriver à continuer à porter nos projets industriels et à continuer à travailler là-dessus, parce que le but c'est bien de réaliser des projets industriels justement pour arriver à sauver les emplois. Mais alors sur le fond, c'est pas jugé, mais sur la forme déjà, enfin sur une partie du fond. Ça veut dire qu'en gros, quand on remet en cause le jugement de l'indirect, c'est que quelque part le dossier était soit mal ficelé, soit à un moment donné les juges ont estimé que ce que vous portiez valait le coup, quoi. Alors il y a plusieurs choses. Ils ont retenu un point, c'est les critères d'ordre, l'application des critères d'ordre qu'ils estiment pas correct, mais ils auraient pu prendre d'autres points. En réalité, ils ont pris un point pour justifier la suspension de l'homologation du PSE, de la directe sur le PSE. Donc ils ont pris un point, il y aura le jugement sur le fond. On verra ce que le jugement sur le fond va donner de toute façon. Mais bon, de toute façon, c'est déjà une victoire de prise. On va continuer, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ici à Carrefour Port-de-Bouc pour soutenir les camarades. Mais y compris, c'est la lutte qu'on mène depuis le début. On a toujours été dans l'interpro, donc on continue cette lutte-là. Après, à un moment donné, peut-être que la direction et l'État, il faudrait qu'ils réfléchissent un peu, y compris au contexte global, et à se dire peut-être qu'au lieu de mettre plus de 30 millions d'euros dans un plan de licenciement, peut-être qu'il faudrait les injecter dans les projets. Nous, c'est ce qu'on demande de toute façon. Et donc voilà, à un moment donné, si un peu la raison leur reprend, qu'ils se mettent autour de la table pour discuter de projets industriels et d'avenir du site et d'avenir des travailleurs au lieu de parler de plan de licenciement. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Nous, on continue notre combat. De toute façon, on est convaincus de ce qu'on porte et on est convaincus qu'on va gagner. Donc on va aller au bout de la démarche, on va aller au bout de la lutte et à la fin, on va gagner. Pour terminer cette rubrique, deux infos. La première, une très mauvaise nouvelle. À la Chapelle d'Arblay, le ministère avait promis qu'il y avait un repreneur pour justement travailler sur le papier écologique. Eh bien non, mensonge d'État. Le repreneur qui vient, en fait, vire la Chapelle d'Arblay, la transforme et récupère une entreprise qui veut fermer quelques kilomètres plus loin pour l'installer à la Chapelle d'Arblay. Nous sommes solidaires des salariés de la Chapelle d'Arblay et le combat continue. L'autre combat qui continue, c'est celle des Carrefour. Les 57 magasins en location-gérance, virés comme des malpropres. Un zoom sur Port-de-Bouc avec leur 14e jour de grève. Ce matin, on a vu arriver des pneus ? Oui, tout à fait. Donc en fait, la direction nous provoque depuis ce matin. Ils ont retiré les tire-pales, c'est-à-dire que les salariés, même non grévistes, ne pouvaient pas travailler. Ils nous ont tout retiré pour qu'on ne puisse pas bloquer le magasin. On y a proposé de faire comme d'habitude, de laisser ouvrir juste 2 caisses et de faire une ouverture partielle. Ce qu'il a refusé, donc du coup on a décidé avec l'ensemble des salariés de bloquer l'entrée. D'accord. Et pour montrer qu'à un moment donné vous êtes toujours en colère. On est autant déterminés qu'il y a presque 2 mois. Ce qu'on demande, c'est la même chose, ça n'a pas changé. On demande l'abandon du projet de location-gérance pour le magasin de Carrefour Port-de-Bouc. Voilà, c'est clair et net, on veut l'abandon du projet. Et tant qu'on n'aura pas l'abandon du projet, on va continuer les actions. En même temps, je pense que votre magasin, là, il y a de moins en moins de clients en fin de compte. Chaque fois, au fur et à mesure que les mouvements se poursuivent, les clients ne viennent plus là. Ils sont en train de vous suivre en tout cas. Tout à fait. On a une grosse partie de la clientèle qui nous soutient, qui comprend notre combat. Parce qu'aujourd'hui, on se bat pas pour avoir plus, on se bat pour pas avoir moins. C'est-à-dire que demain, si le projet de location-gérance est acté et on est racheté comme de la marchandise, comme de la vulgaire marchandise par un repreneur, nous allons perdre énormément. Nous allons perdre de la rémunération, nous allons perdre des acquis sociaux. Voilà. Donc ça, c'est intolérable. Il n'y a aucune profession aujourd'hui qui peut accepter ça. N'importe quel métier, on ne peut pas dire à quelqu'un tu vas faire le même métier demain
et tu seras moins bien payé, tu seras moins bien considéré, tu auras moins d'avantages, tu auras une mutuelle au rabais. Je ne vais pas vous citer tout le dossier, mais pour nous, c'est une perte considérable. Voilà, c'est pour ça que les salariés sont toujours aussi mobilisés et qu'on ne lâchera pas. Voilà, il faut que la direction, elle ait bien ça en tête et que le repreneur, s'il y a un délai de rétractation, il faut qu'il se rétracte. Voilà, c'est un conseil que je lui donne parce qu'on ne lâchera pas nos acquis. On a des gens qui se crèvent à la tâche tous les jours. On a des gens qui partent, ils sont même pas en retraite, ils sont cassés, ils sont en invalidité. On a un camarade qui sort à peine des urgences, qui était malade du Covid. Après, est-ce qu'il a chopé ici ça? On ne pourra pas le prouver. Mais peu importe. Aujourd'hui, ce qu'est en train de faire Carrefour, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour terminer la culture, et cette fois-ci, une reconstitution historique de la commune de Marseille. Non pas de la commune de Marseille en elle-même, mais du procès historique de Gaston Crémieux, qui a été le seul communard de Marseille à être fusillé. Et c'est Roger Vigneault, le spécialiste de la commune de Marseille et de Gaston Crémieux, qui joue le rôle titre, le rôle de, justement, Gaston Crémieux. Une reconstitution que nous avons pu filmer au sein du tribunal de grande instance de Marseille, une petite pépite à regarder sur la chaîne YouTube de Plus belle des luttes, dans le cadre du festival du film Le vent se lève. 30e numéro terminé, à la semaine prochaine. Au revoir Philippe. Au revoir Thierry, à la semaine prochaine.